Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, notaire, oui. 182 Avenue de la Fabrique, Montmagny, 248-7727. Hein? Oui. Pas pire, hein? Bon numéro. Bienvenue chez nous. Merci. Aujourd'hui, on parle de l'accès à la propriété. Oui. L'achat d'une propriété, que ce soit votre première ou deuxième ou troisième, le processus pour l'acquisition d'une propriété. Est-ce que c'est plus compliqué une première ou c'est toujours le même processus? C'est toujours le même processus. Est-ce qu'on voit ça comme une montagne? Ouais, c'est sûr que la première, elle est plus... peut-être ça paraît plus comme une montagne parce qu'on n'a jamais passé par ce processus-là. C'est pas comme louer un appartement, on va le visiter, on signe un bail, puis c'est à peu près tout ce qu'on a à faire. Mais pour acheter une propriété, bien, il y a un processus des fois qui dure sur plusieurs mois, dépendamment du temps lorsque vous avez signé votre promesse d'achat et lorsque vous avez passé chez notaire pour vraiment prendre possession de votre propriété. Fait que première étape, bien sûr, commence toujours par le rêve de posséder notre maison et tout ça. Réaliser son rêve. Oui, réaliser son rêve. Fait que pour la plupart des gens, c'est le plus gros achat de leur vie. Donc, la propriété, on s'entend, puis aussi avec on sait combien vaut les propriétés maintenant. Donc, c'est pas une mince affaire. Donc, la première chose, oui, on fait les visites. Des fois, il va y avoir un courtier immobilier. Des fois, il n'y en aura pas. Mais c'est la première étape. Ensuite de ça, bien sûr, on a regardé notre budget. Donc, une maison de combien je peux me permettre. Et il y a aussi, on entend souvent la mise de fonds, donc à amasser avant l'acquisition de la propriété. Donc, la mise de fonds, le cash down en bon anglais ou en bon français. Donc, c'est important de le prévoir parce qu'il peut s'acquérir de plusieurs façons. Vous pouvez avoir accumulé des régimes enregistrés d'épargne retraite que vous pouvez rapper. Ça existe encore, ce processus-là. Il faut savoir que lorsque l'on rappe nos REER, on doit les rembourser sur une période de 15 ans. Donc, il faut prévoir ça aussi dans notre budget. Ça, votre conseiller financier. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapper? Rapper, c'est sortir nos REER du placement dans lequel ils sont pour utiliser cet argent-là comme mise de fonds. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit rembourser notre placement à ce moment-là sur 15 ans. Donc, c'est pris à même quand on fait notre rapport d'impôt et tout ça. Donc, M. Sanson sera même peut-être de vous en donner un peu plus d'informations sur ce processus-là. Donc, la mise de fonds. Donc, c'est le montant d'argent que l'on a besoin pour acquérir la maison et obtenir notre financement. Parce que lorsque l'on achète une maison, c'est sûr, à moins que vous ayez mis de côté 200 000, 300 000 $ pour l'acquisition, ça me surprendrait et on va avoir besoin d'aller emprunter. Donc, pour l'acquisition de la maison. On peut aussi se faire préqualifier, avoir été rencontrer un directeur de compte, un conseiller en finances personnelles pour savoir jusqu'à combien je peux emprunter pour l'acquisition d'une propriété. Ce ne serait pas la première étape, à partir du moment où on veut réaliser son rêve? Oui. De savoir combien on peut... C'est dans les premières étapes. Donc, ouais. on regarde les maisons, on sait un peu notre budget, tout ça, notre mise de fonds. Notre mise de fonds aussi, elle peut représenter idéalement 20 % de la valeur de la propriété que l'on achète. Donc, on s'entend qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas ce montant-là. À ce moment-là, le financement hypothécaire va être plus élevé que 80 % de la valeur de la résidence. Et les institutions financières, lorsque l'on a moins de 20 % de mise de fonds, vont assurer notre prêt hypothécaire. Donc, c'est lorsqu'on a entendu mon prêt est assuré par la SCHL, par GE Capital. Donc, c'est des compagnies qui assurent les prêts hypothécaires, ce qui fait en sorte que si jamais on est en difficulté financière, qu'on ne rembourse pas notre prêt hypothécaire, bien, l'institution financière se fait rembourser par la SCHL, par GE Capital ou autre institution. Puis, c'est ces entités-là qui vont recourir contre nous pour être payées par la suite. Et passer par la SCHL, qui est la Société centrale d'hypothèque et de logement, bien, ça demande moins de comptant. Oui, c'est ça. Ce qui nous permet, c'est ce qu'on appelle un prêt assuré, là, mais... C'est ça. Lorsqu'on a notre financement hypothécaire, on sait dans quel prix on peut aller, on a notre mise de fonds, on a visité la maison. Nous avons trouvé la maison idéale. Donc, s'il y avait un courtier hypothécaire, on a signé la promesse d'achat. La promesse d'achat engage les parties. Donc, lorsqu'on l'apprend à l'université, ils disent promesse d'achat signée équivaut à vente. Donc, on peut forcer les deux parties à signer l'acte de vente lorsque la promesse elle est dûment signée. Bien sûr, elle peut être assortie de conditions de financement, conditions de l'inspection de l'immeuble, conditions d'obtenir un test d'eau valide, donc conforme et tout ça. Il peut y avoir plusieurs conditions à la promesse
promesse d'achat. Et lorsque tout est signé, tout est correct. Donc, votre courtier immobilier ou vous-même, vous allez acheminer votre dossier à votre notaire. Le choix du notaire se fait par l'acquéreur. Donc, c'est ce qui est prévu dans le Code civil du Québec. C'est l'acquéreur qui choisit son conseiller parce que la transaction, c'est la transaction de l'acquéreur. Même si c'est le vendeur qui vend, c'est l'acquéreur qui paye. Donc, c'est lui qui assume les frais c'est bien normal qu'il choisisse sa notaire. C'est ça. L'exception à ça, c'est lorsque le vendeur paie les honoraires du notaire, paie pour la transaction ou finance l'acquéreur, parce qu'il peut arriver qu'on achète d'un particulier qui nous finance, donc on lui verse à cette personne-là, tant par mois, le montant sur la propriété. Donc, le notaire, qu'est-ce qu'il a besoin pour réaliser votre dossier d'acquisition? Souvent, on entend les personnes nous appellent, bon, je viens prendre rendez-vous, mon institution financière me dit de prendre rendez-vous pour signer. Donc, ils disent, peux-tu venir demain? Non, on ne peut pas se passer demain. Donc, qu'est-ce que nous, on a plusieurs étapes. Ça, non, c'est ça, on a plusieurs. Ça peut aller quand même assez vite, mais on a plusieurs étapes à franchir avant d'arriver à la signature. Donc, premièrement, il faut vous identifier. Donc, je ne peux pas faire une transaction si je ne sais pas à qui j'ai affaire. Donc, bien sûr, information personnelle, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, numéro d'assurance sociale, votre régime matrimonial, donc surtout pour le vendeur, parce que j'ai à vérifier s'il peut vendre seul ou être accompagné de son épouse, son époux ou autre personne, dépendamment de ce qu'il y a dans ses anciens documents. Donc, information personnelle. J'ai besoin aussi de la promesse d'achat. J'ai besoin du financement. Financement, pas seulement la feuille qui dit « je suis accepté, j'ai mon prêt ». J'ai besoin du dossier que l'institution financière me transfère par la plateforme électronique ou par document papier pour que je puisse produire les documents. Parce qu'à l'institution financière, on va signer notre contrat, non, pas notre contrat de prêt, mais toute la documentation pour la demande de crédit. Le contrat de prêt va se signer chez le notaire maintenant. Okay. Donc, nous, on doit préparer le contrat de prêt, on doit préparer l'acte d'hypothèque, mais pour arriver à préparer ces documents-là, il faut faire l'examen des titres. Donc, l'examen des titres, c'est que je regarde les documents du vendeur, les documents antérieurs, s'il y a quelque chose de particulier qui l'empêche de vendre ou s'il l'a promis à quelqu'un d'autre, si bel et bien la maison qu'il vous vend, c'est bel et bien la maison qu'il possède. Donc, c'est ça. Et ça, à travers toutes les recherches que vous faites? Oui, on va voir ça aussi. Okay. Regardez un petit peu le zonage. Regardez aussi ce qu'on a besoin d'un certificat de localisation. Le certificat de localisation, il est fourni par le vendeur. Dans le Code civil, le certificat de localisation, c'est le certificat de localisation que le vendeur a en sa possession. Donc, c'est sûr que si on a un certificat de localisation de 1993, dans certains endroits au Québec, encore, il serait valide, mais à Montmagny, aux alentours, oubliez ça, Québec, Lévis, oubliez ça. Si vous avez un certificat de 93, c'est sûr qu'il n'est plus valide parce qu'il y a eu la rénovation cadastrale. Donc, les lots ont été redéposés, le plan de la province de Québec a été refait avec des nouveaux numéros de lot, des nouvelles règles. Donc, à ce moment-là... Donc, on peut aller... Le plus loin qu'on peut aller, c'est quelle date? Dépendamment des régions et tout ça, il faut regarder la date que la rénovation cadastrale s'est faite. Donc, si je prends ici, en 2004, il y avait une bonne partie de fait, mais si je prends le haut du comté, là, Saint-Fabien, Sainte-Lucie, Saint-Paul et tout ça, c'est en train de se faire. Donc, il faut vraiment vérifier soit avec votre courtier ou votre notaire. Oui, il nous faut ce document-là. Ensuite, on va avoir besoin également d'une preuve d'assurance habitation. Donc, lorsque vous achetez la résidence, il faut faire les démarches pour assurer cette résidence-là à la journée de la signature. Donc, j'ai besoin d'une preuve avant la signature de l'acte de vente pour pouvoir vous faire signer l'acte de vente. On regarde aussi les taxes municipales, taxes scolaires. Donc, est-ce qu'elles sont à jour, est-ce qu'elles sont payées? Donc, parce que la commission scolaire, la ville peut saisir votre résidence avant votre créancier hypothécaire, ce sont des priorités. Donc, et lorsque vous achetez, vous voulez être sûr qu'il n'y a pas 3, 4, 5, 6 ans, ça se peut pas, là, mais de paiement de taxes pas fait. Parce qu'ils vont agir avant, hein? Oui, les municipalités agissent avant ça. Fait qu'on regarde ça aussi. Une autre question qu'on se fait poser, qu'on regarde moins maintenant, c'est la question des bacs bleus, des bacs verts. Ça paraît niaiseux, parce qu'on nous parle des bacs à matin. Bien, est-ce que ça reste avec la maison ou est-ce que ça déménage avec nous? Donc, ça appartient au propriétaire. Ce n'est pas attaché à la résidence. Il y a eu une controverse à un moment donné parce que lorsque c'est arrivé, je pense que c'est les bacs bleus qui étaient sur notre compte de taxes, les gens pensaient que ça restait à la maison. Donc, non, on fait... vous pouvez partir avec vos bacs si vous voulez.
Fait qu'on regarde tout ça, puis à la fin, il y a l'acte de vente que là, on signe chez le notaire. Vous voyez le résultat de toutes ces démarches-là chez le notaire. Parce que souvent, on dit, voyons, ça m'a coûté 1 500 $ pour ma transaction. Il y a 5 pages de contrat. Non, le 5 pages de contrat équivaut à 10 à 15 heures, des fois 20 heures de travail. Il y a beaucoup de travail. Et il faut être passé par là pour voir le travail que vous avez à faire avant d'arriver à la signature de l'acte de vente. Oui. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Et si vous voulez plus de détails, moi, je vous dis toujours, et je vous le répète souvent, faites affaire avec des professionnels pour éviter d'avoir des problèmes de toutes sortes. Appelez le notaire Nathalie Dubé au 182 avenue de la Fabrique au 248-7727. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Voilà. Ça complète.